Bienvenue pour cette nouvelle séance du webinaire Histoire du droit 2.0. On est ravis de continuer, de poursuivre cette initiative. Avec Louise, on s'était dit, soit ça prend, ça nous intéresse, on parvient à tous discuter, à créer ce lieu de partage, soit ça ne prend pas, et puis ma foi, on fera tous autre chose. Mais finalement, on voit bien qu'on est soutenu, on a des choses à dire. On a, dès l'année dernière, on avait déjà pris des notes de tout ce qu'on pouvait prévoir cette année. Donc, on voit qu'on n'est pas en manque de sujets à partager. Donc, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Et donc, justement, on retrouve Nader Hakim, notre collègue Nader Hakim, parce qu'on avait l'année dernière évoqué un certain nombre de points qu'on n'avait pas eu le temps vraiment de creuser. On s'était dit que c'était vraiment intéressant de t'inviter de nouveau pour aller jusqu'au bout de ce qu'on voulait partager ensemble. Je vais te présenter très, très rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas et pour les étudiants qui se sont connectés, qui ont envie de savoir qui va leur parler. Tu es professeur d'histoire du droit et tu enseignes à l'Université de Bordeaux et tu es rattaché à l'Institut de recherche Montesquieu, IRM sur notre affiche parce qu'on essaye de tout concentrer. On ne peut pas écrire tout ce qu'on voudrait. Et tes spécialités, tu travailles sur l'histoire de la pensée juridique, sur l'histoire des doctrines juridiques et plus largement de la littérature juridique. Et donc, tu es un spécialiste de l'histoire intellectuelle qui nous intéresse vraiment particulièrement, celle du droit. Mais bon, pas seulement, quand j'ai regardé ton long CV, j'ai vu qu'à côté des nombreux ouvrages que tu as écrits, auxquels tu as contribué ou que tu as dirigé sur ce domaine qui est ton domaine de prédilection, eh bien, on trouve beaucoup d'autres choses. Bon, évidemment, j'ai repéré le droit du vin, parce que bon, ça aussi, ça nous intéresse, mais pas que. Donc, beaucoup de compétences et je dirais de centres d'intérêt dans ton parcours. L'article que j'ai repéré dans justement cette longue liste, c'est l'article sur la circulation des idées entre la France et l'Italie et la fameuse analyse bibliométrique. Je me souviens que c'est de ça qu'on avait vaguement commencé à parler. Parce que dans cet article, tu évoques un certain nombre d'outils qui nous intéressent et puis tu évoques aussi ce que tu appelles, et tu reviendras peut-être, les analyses matérielles qui sont, tu écris, trop peu pratiquées en histoire du droit. Et tu dis aussi dans cet article, enfin dans cette partie de l'article, que le recours à ces outils peut permettre, donc bien sûr, de provoquer, de déboucher sur de nouvelles analyses, mais aussi de proposer de nouvelles hypothèses. Tu nous expliqueras en quoi et comment. Il me semble que l'année dernière, Florence Renucci avait aussi évoqué cette plus-value dans l'usage qu'on pouvait faire de la base de données et de ses modalités de recherche pour traiter les publications juridiques. Et si vous étiez là aussi, il me semble que Yann Arzel avait regretté que la base de données de Revloi ne soit pas plus exploitée dans ce registre-là, en fait. On y va, il nous disait, les collègues y vont pour consulter, pour trouver des textes, et il regrettait qu'il n'y ait pas cette plus-value. Donc, peut-être aussi qu'on pourrait aider en discutant. Voilà, comment on fait pour vraiment bien exploiter le potentiel de ces bases de données. Alors, j'ai noté dans cet article que tu évoquais le Smart Big Data et le logiciel, alors je ne sais pas si on dit Gephi ou Gephi, mais ça aussi peut-être que tu en reparleras, je ne sais pas si c'est déjà obsolète ou si c'est un outil encore intéressant. Mais là-dessus, je te laisse, je prendrai des notes plutôt en t'écoutant.
Mais je commence par laisser la parole à Louise qui a pris le temps, et je la remercie, de réécouter la séance de l'année dernière pour qu'on puisse reprendre le fil un petit peu de nos discussions et qu'on évite comme ça de tourner en rond d'une année à l'autre. Ça nous permet de continuer à avancer et puis surtout voilà, que les séances de webinaire qu'on a déjà faites eh bien, puissent être justement réexploitées. Donc, je te laisse la parole, Louise, et j'éteins mon micro. Oui, merci beaucoup. Merci à tous et toutes d'être présents pour cette 3e édition du webinaire. Donc, rapidement, je serai vraiment brève. On a déjà eu donc une séance qui parlait principalement de bases de données, en fait d'outils, de façon plus générale, d'outils d'humanité numérique en histoire du droit et les différentes utilisations qu'on peut en faire à différents niveaux pour différentes périodes et différentes utilisations. Ce qui revenait dans ces échanges, c'était notamment la question de la donnée qui était importante, de sa transparence qui était vraiment un enjeu. Produire de la donnée, c'est une chose, mais il faut aussi pouvoir réfléchir à quels sont les différents biais qui entourent cette donnée, comment d'autres chercheurs vont pouvoir réutiliser ou pas cette donnée, et d'où l'importance d'avoir une forme de transparence sur les choix qui ont été faits à différents moments de la recherche. Donc, il y avait vraiment un enjeu là-dessus. Garder aussi en tête, que cela soit pour les bases de données et ce qu'on va voir ce soir, la visualisation par les graphes, que ça reste des outils. Et donc, l'outil, on peut bien s'en servir, mais aussi mal s'en servir, et que ça ne reste pas le résultat en soi. Et là aussi, il y avait tout un questionnement qu'il faut toujours avoir en tête de quelle est la finalité. Pourquoi j'utilise tel outil? Pourquoi j'utilise telle donnée? Quel est le résultat? Et si ces réflexions ne sont pas envisagées en amont, eh bien, elles vont à un moment donné poser problème dans la démarche qui est choisie, qui est poursuivie. On était revenu, et ça reste un point important, on a un article dans le chat que je vous encourage à aller voir sur les outils utilisés en histoire du droit, plus spécifiquement vraiment en histoire du droit, mais il manque un espace, une bibliographie peut-être de la littérature pour vraiment envisager l'entrée dans cette démarche. Et là aussi, professeur Nader Hakim avait mentionné déjà la question du coût d'entrée. Il y a des logiciels qui nécessitent vraiment une expertise, une technique, du codage éventuellement. Et puis, il y a d'autres logiciels qui ne nécessitent pas autant d'engagement. Pour autant, il faut tout de même les saisir, les envisager et ne pas avoir peur aussi du langage parfois très marketing, data qu'on peut avoir. Donc là aussi, le webinaire d'aujourd'hui sert aussi à démystifier un petit peu ces mots des fois un petit peu barbares qu'on peut croiser quand on s'intéresse aux humanités numériques, finalement replacer tout à leur niveau. Et puis, on pourra peut-être envisager, mais on verra si on a le temps ou pas, la question de la gratuité ou du coût économique de ces usages, de ces outils, plus spécifiquement. Voilà, je fais court parce que le but, c'est vraiment d'entendre notre intervenant. Je le remercie encore d'être revenu sur le webinaire et puis je cède tout de suite la parole. Et encore merci. Merci, donc bonsoir à toutes et tous. Alors, je vais essayer de revenir sur tous ces points. D'abord, j'aimerais bien revenir sur deux petites choses avant d'entrer dans le vif du sujet, parce que j'ai prévu de vous montrer, quand on parle de visualisation, il faut du coup vous montrer des choses, montrer aussi des échecs, des choses qui ne servent pas à grand-chose, qui servent à se faire plaisir, et puis d'autres qui sont vraiment utiles, le lien avec la base de données. Donc tout ça, on va y revenir plus précisément. Mais d'abord, une première chose qui est de dire, je ne suis pas du tout un spécialiste en humanité numérique, il faut bien le dire. Il y a des gens plus compétents que moi, des spécialistes qui parleront notamment dans un mois, si j'ai bien compris, avec Xavier, des gens qui font ça vraiment professionnellement. Mon but n'était absolument pas de devenir spécialiste de la matière, c'était d'utiliser un outil, mais aussi de réfléchir à un outil en histoire du droit, et plus spécialement dans mon domaine où le qualitatif est toujours prédominant, puisqu'on fait de l'histoire des idées juridiques, de la culture juridique, de la pensée juridique, on fait du quali. Et l'idée, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, la question de l'histoire matérielle m'a beaucoup interrogé depuis longtemps, savoir comment on allait l'utiliser. Donc, en fait, toutes les petites expériences que je mène depuis maintenant 13, bientôt 14 ans, ça fait un petit moment maintenant, sont des expériences plutôt de tests de méthode.
Donc voilà, c'est important de préciser d'où je parle. Hein. Je ne suis pas du tout spécialiste, je n'utilise que des choses gratuites. J'ai constitué mes bases de données moi-même. Enfin voilà, je suis à un stade, dans le cadre des humanités numériques, un stade vraiment d'amateur pur. Mais je crois sincèrement que c'est le stade où on apprend le plus de choses, y compris pour faire autre chose. C'est-à-dire, et c'est le deuxième point que je voulais aborder, se poser des questions d'ordre épistémologique, c'est-à-dire que à quoi servent ces données, qu'est-ce que je peux leur faire dire, comment je traite l'information. Et on en discutait tout à l'heure avec Louise avant l'ouverture du webinaire. Derrière ces questions de base de données, de visualisation, pour moi, la question principale et la plus importante est comment on traite les faits, les données en histoire du droit. C'est-à-dire sortir des schémas où on s'appuie sur des textes comme étant des évidences. Ça nous oblige en quelque sorte à voir que toutes les données, toutes les informations qu'on traite sont des constructions. Du coup, en les construisant, on s'interroge également sur nos pratiques quand on ne fait pas du quanti. C'est ça qui, pour moi, est vraiment la question la plus intéressante derrière tout ça. Donc voilà, ce sont les propos d'un amateur qui teste des trucs et qui se pose des questions. Et si ces questions peuvent être partagées, je trouve ça parfait. Donc merci pour cette idée de webinaire de partage. Je suis de ceux qui pensent qu'on va plus loin à plusieurs et que l'histoire du droit gagnerait à ce qu'on partage des pratiques. Voilà, on n'est pas dans une course concurrentielle. Bref, ceci étant dit, je disais c'est une pratique ancienne, je l'ai déjà dit l'année dernière, donc je ne vais pas aller très vite. L'idée est venue en fait d'historiens qui travaillaient sur le financement de la résistance en France. Donc il y avait des données extrêmement importantes. Il s'agissait d'un étudiant de Oxford qui travaillait sur le financement de Gaulle à Londres et il avait des dizaines de banques, des centaines de personnes, de donateurs, et en fait il voulait comprendre comment en fait De Gaulle a trouvé de l'argent. C'est une question historique très, très précise. Et du coup, il s'est retrouvé lui-même confronté à des difficultés de créer une base de données et de faire des interrelations. Et ça, c'est le point crucial dont je vais vous parler. C'est-à-dire que la question pour moi n'est pas de créer une base de données et de la partager, mais de créer une base de données qui permette de connecter des choses qui ne sont pas connectables facilement, aisément, en lisant les textes, en les compilant ou en ayant des statistiques. On va y revenir tout à l'heure. Parce que la base de données crée des chiffres, hein, des données quantitatives. La question, c'est est-ce que je peux en faire autre chose que du pur quantitatif? C'est-à-dire, est-ce que je peux faire du qualitatif? Et c'est ça qui est difficile. On va essayer d'y revenir tout à l'heure. Et puis, n'hésitez pas à m'interrompre hein, si je vais trop vite. Donc, cet étudiant à Oxford utilisait GEFI. C'est le logiciel que je vais continuer à utiliser parce que c'est un logiciel qui a évolué. Donc, il est ancien, mais en réalité, les nouvelles fonctionnalités, il est toujours assez efficace. Et pour en avoir parlé à des vrais data analystes, hein, ils me disent que ce n'est pas un outil qui est complètement has-been, hein, pas du tout. Parce que si on sait l'utiliser, il permet de produire des choses qu'on peut produire avec d'autres logiciels, mais qu'on peut utiliser. Alors le coût d'entrée est un peu élevé parce que c'est beaucoup de paramétrage. On n'aura pas le temps de venir sur la question des paramétrages. Je signale tout de suite que l'analyse des bases de données et la production de visualisation, notamment des graphes orientés, hein, je précise, des graphes orientés, sont très à la mode et vous trouvez notamment à l'université de Stanford des webinaires en ligne de formation, de paramétrage, de visualisation. C'est très très à la mode, il y a énormément de choses aujourd'hui en ligne gratuitement. On peut se former en quelques jours sans aucune difficulté aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 14 ans quand j'ai commencé sur un coin de bureau. Donc on peut aussi gagner du temps, il faut savoir se faire aider. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses en ligne. Et bien sûr, ils commencent aussi de plus en plus à le faire. Le laboratoire de Sciences Po Paris produit aussi beaucoup d'éléments, y compris des logiciels, avec des explications sur les logiciels qu'ils proposent. Hein, si on a le temps tout à l'heure, on y reviendra éventuellement. Bref, tout ça pour vous dire que il faut partir d'une question de recherche. À mon avis, l'erreur serait de vouloir produire du quantitatif pour produire du quantitatif. C'est-à-dire, je m'explique autrement, on est tous obligés plus ou moins de créer des bases de données quand on a des séries d'éléments. Hein. On produit des bases de données, ne serait-ce que pour pouvoir travailler sur elles. Hein. Des tableaux Excel, des bases de données, on procède par collection, on procède par série. La tendance, quand on a produit du quantitatif, des séries ou des collections, c'est de vouloir
absolument en faire quelque chose de point de vue quantitatif. Or, à mon avis, c'est une erreur. C'est-à-dire qu'il y a deux choses, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs la phrase de Yann Arzel l'année dernière est là, c'est quand on produit une collection pour collecter de l'information, c'est absolument pas la même chose quand on produit des données pour pouvoir les utiliser et les visualiser. C'est deux démarches en quelque sorte différentes. Et tout à l'heure, je vous montrerai ce que donnent les données une fois utilisables pour la visualisation. C'est pas du tout la même chose qu'une collection. C'est de la donnée qui est déjà traitée, déjà indexée. Voilà. Donc, je pense que c'est deux choses différentes. On est tous amenés à faire des sortes de collections, des séries, mais si on veut passer à la visualisation, il faut qu'on ait une motivation particulière. On a une question que l'on souhaiterait poser. On ne sait pas si on va y arriver, hein, je le répète, parce que parfois ça ne produit rien en réalité, mais on a une question de recherche et on va tenter de répondre à la question de recherche en produisant des données utilisables dans des analyses de graphes, dans la production de graphes et donc dans la production de nouvelles données. On est d'accord? Le graphe n'est pas juste de montrer la donnée, il est une nouvelle donnée qu'on va créer. Je vous montrerai tout à l'heure, c'est assez évident. Le graphe produit de la donnée en lui-même. Ce n'est pas juste montrer la donnée. Ce n'est pas une simple représentation, si vous voulez. Même si ça peut être ça, parfois c'est uniquement ça. Donc, quelle était ma question de recherche? Je parle de moi parce que je vais vous donner deux exemples de travaux. Ma question était ce qu'on ne peut pas faire en lisant un texte, c'est-à-dire montrer des connexions entre, ça peut être avec des mots, moi je travaille sur les références, c'est ce qui m'intéressait au sein des textes, montrer des connexions que le cerveau ne peut pas enregistrer face au volume. Quand on lit 500 pages, on ne se souvient pas de toutes les notes de bas de page, tout ce que dit l'auteur depuis le début, c'est tout bête. Donc ma question de recherche est simplement ça, est-ce que la création d'une base de données et la visualisation de ces données peut m'apporter des réponses aux questions que je me pose sans pouvoir le faire? Alors, en fait, c'est pas vrai. Je pourrais le faire si je prenais en note tout et je compulsais mes notes. Enfin, vous voyez bien, si j'avais 200 pages de notes que je reprenais, peut-être j'y arriverais au même résultat. Sauf que là, on a un outil qui nous permet d'aller un peu plus vite et surtout d'avoir des résultats plus précis. C'est-à-dire que là, la donnée, elle va être chiffrée et une fois qu'on l'a paramétrée, on a de la donnée brute. Et si c'est 850 liens, c'est pas à la louche beaucoup de liens. Et en fait, ça, c'est important. C'est-à-dire que le quanti nous permet ici de préciser nos évaluations. Il n'y a pas un peu, beaucoup, très. Il y a un nombre précis, des pourcentages, des ratios. Et c'est ces ratios qui nous permettent de réfléchir à nouveau. On y viendra tout à l'heure, mais ça produit aussi de nouvelles questions parce qu'on va produire des données fiables. Alors, données fiables, on va le voir, quand on utilise des bases de données déjà constituées, les données sont très fiables. Mais en histoire du droit, nous sommes très nombreux à devoir créer nos bases de données. Et donc là, il y a une sorte de vigilance permanente à avoir sur la question de la qualité de nos données, des erreurs qu'on y glisse, mais aussi des données non comparables que l'on mélange. Ça, il y a un vrai souci. Quand on lit la littérature sur l'humanité numérique, il y a une vraie question ici qu'il faut se poser. Est-ce que, si je parle de production normative, je peux mélanger des décrets, des lois, des arrêtés municipaux? Et quand je parle de décision judiciaire, est-ce que je peux mélanger les arrêts de la Cour de casse, les arrêts chambres réunies ou d'assemblée plénière? Est-ce que ça vaut la même chose? Et en fait, en histoire du droit, on a cette question fondamentale d'évaluation de nos données, qu'elles soient normatives, qu'elles soient quantitatives, qu'elles soient doctrinales, peu importe. Il y a toujours cette question qu'il faut se poser, c'est ce qu'on appelle la pondération. Est-ce que certaines informations ne pèsent pas plus que d'autres? Et donc, on y viendra tout à l'heure, il y a toute une série de choix à faire, choix qu'on va devoir justifier et expliquer à nos lecteurs. On va devoir faire ces choix-là. C'est-à-dire que la donnée brute, elle existe en sociologie, en économétrie. Quand on passe au domaine juridique, vous voyez bien que c'est compliqué. Alors, il peut y en avoir. Si je compare tous les arrêts préfectoraux en France et en Navarre, je dis n'importe quoi, je peux avoir une donnée brute là qui est correcte. En réalité, ils ne se valent pas tous. On sait très bien. C'est-à-dire quand on lit les textes, on sait très bien. Est-ce qu'un ouvrage de 500 pages vaut un article de 12 pages que l'on cite dans un article, par exemple? Bien évidemment, la question se pose. Et à chaque étape de la constitution de la base de données, il va falloir avoir cette réflexion de la pondération, de ce qu'on appelle le weight, le poids en anglais, dans nos données.
est-ce que 1 vaut 1 ou est-ce que 1 ne peut pas valoir 10 et 1 veut valoir 1 ? La question, par exemple, très concrètement, qui s'est déposée à moi, c'était, je travaille sur l'appareil citationnel, donc les références des textes. Est-ce que lorsqu'on cite un ouvrage en plein texte, ça vaut une citation parmi 5 dans une note de bas de page ? C'est une question toute bête, mais est-ce que je peux traiter cette information de la même manière ? Selon moi, non. Mais il n'empêche que là, je prends conscience que la constitution de la base de données va déjà orienter mes résultats, mais si j'en ai conscience, si je me pose la question, si je restitue cette question à mes lecteurs, je peux malgré tout continuer mon travail. Alors là, on va perdre les spécialistes du quanti, on est d'accord ? Eux, très rapidement, vont nous dire, mais votre base de données, vous la créez, en fait, c'est déjà de la construction, c'est déjà de l'histoire que vous êtes en train d'écrire. Je crois qu'il faut l'assumer, hein. Donc, il n'y a pas de problème. Mais encore faut-il expliquer chacune des étapes. C'est la référence au smart big data là, dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que là, on est dans un domaine très différent en histoire du droit de nos collègues de SHS, en général, et spécialement de sociaux ou d'histoire, ou de géographie ou d'économie, hein, qui peuvent comparer des données et qui ont des habitudes, ils ont déjà en termes de corporation, des lieux communs en la matière, sur la façon dont on traite les types de données, leurs valeurs, etc. Étant à l'aube de ce qu'on est en train de faire nous, je crois que c'est aussi notre travail de dire tel type de données, on peut leur faire dire certaines choses, d'autres non. C'est un travail qui est là très collectif, hein. On va procéder par try and fail. Hein. Enfin, d'ailleurs, c'est tout ce que je fais, moi, c'est try and fail. On fait 20 erreurs et puis on dit tiens, il y a un truc qui est pas mal, allez, on va essayer de le faire. Il faut rabattre, vous voyez, enfin, en tout cas, dans mon domaine et ma spécialité qui est sur la pensée juridique, hein, je crois qu'il faut procéder de cette manière-là pour essayer de produire de la connaissance de façon à peu près fiable et surtout méthodologique. J'assistais au début sur le caractère épistémologique, mais il est essentiel. Qu'est-ce que ça signifie ? Je ne peux pas faire semblant qu'une fois que j'ai ma donnée, elle est significative par elle-même. Voilà. Bon, pardon, c'est un peu long, mais je crois que c'est vraiment important parce qu'il faut avoir, quand on rentre dans cette démarche-là, il faut se poser absolument toutes ces questions. Sinon, je pense que nos résultats ne valent pas grand-chose. Sincèrement, je ne dis pas que ce que j'ai produit valent quelque chose. Il signifie un certain nombre de choses, mais c'est tout. Et je peux dire ce que ça peut signifier ou ce que ça ne signifie pas. Voilà. Donc, sorte de perdre toute illusion quantitative, en quelque sorte. Même ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'en fait, on veut faire du quali. Mais on va recourir à une histoire matérielle pour essayer d'accroître ou d'améliorer nos résultats quali à l'arrivée. Vous voyez, la nuance, elle est importante. Hein, parce que quand on passe au quanti, le quanti produit du quanti brut. Et ça leur pose pas de problème parce que nous, je ne pense pas que ce soit notre but initial. Mais encore une fois, je parle d'où je parle moi, hein, c'est-à-dire d'une spécialité particulière. Donc, je voulais partager avec vous un certain nombre de choses. Partir d'abord d'une chose très simple. À quoi ressemble, alors vous allez voir, c'est très déceptif hein, et c'est horrible. À quoi ressemble une base de données en 2 secondes. Je ne vais pas vous embêter avec ça parce que ce n'est pas le lieu, mais c'est important. Allez, alors, ce que vous avez devant vous, c'est une feuille de données. Donc, je fais exprès de faire défiler pour vous montrer. Donc, vous avez des pages et des pages de données. Donc là, quand on veut produire un graphe orienté, il faut évidemment qu'il y ait un centre, hein, et puis une destination ou un sommet. Donc là, il s'agit de le graphe que je vous montrerai tout à l'heure, l'analyse d'un ouvrage de Georges Ripert, hein, Les forces créatrices du droit, 1955. Vous voyez donc la source qui est Ripert, et vous avez toutes les personnes qu'il cite. Donc vous avez Ripert citant première ligne, Abeille, Jacques Abeille. C'est un graphe orienté. Le logiciel lui attribue une identité, et puis tout ce que vous avez derrière, toutes les colonnes que vous voyez derrière, label, poids, type d'ouvrage, date, chapitre, couleur, sexe de l'auteur, juriste ou non juriste, ce sont des données que je vais créer. Donc il s'agit de choix. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, là je vous montre par l'exemple. Toutes les données sont assorties d'informations qui sont choisies par l'auteur de la base de données. Donc là-dessus, il faut vraiment avoir une démarche réflexive, noter tous les choix que l'on fait
et produire de la donnée qui aura un sens, qui sera utilisable, qui ne sera pas une donnée brute. J'aurais pu n'avoir, dans ce que vous voulez, que les 4 premières colonnes, c'est-à-dire la source, la cible, ou le sommet, le type de graphe, c'est le dirigé, et l'identité. Tout le reste, c'est l'information que je crée, c'est-à-dire que je vais ajouter à la base de données. Alors, ça a l'air de rien. En réalité, vous voyez bien, là, LCD, il y a, je ne sais pas combien de pages de données. Je vous montre ça uniquement pour vous montrer le caractère complètement construit d'une donnée de ce type-là. Je ne sais pas si vous avez des questions pour l'instant. Ça part d'un fichier Excel. Pardon ? J'en ai une, moi. Oui. Si je comprends bien, en fait, l'information qui provient de l'ouvrage que tu analyses, c'est le nom qui est cité. Oui. Et à côté de ce nom, tu décides de renseigner, c'est ça, un certain nombre de caractères, de métadonnées autour de cette première information. Et donc, tu vas remplir un certain nombre de champs. Et alors, le seul champ que je n'ai pas compris, c'est le premier là, que tu évoquais. Alors, c'est ce qu'on appelle un label. Alors, on peut en créer plusieurs. C'est pour ça qu'à chaque fois, il faut parler de cas particuliers. Il s'agissait pour moi de comprendre comment Ripper utilisait des références pour créer son propre texte, créer son discours. Comment il construit son discours à l'aide de références externes. Or, dans son texte, il présente ces références avec différentes tonalités, ce que j'ai appelé, ce que je mets dans le label, c'est-à-dire l'approbation, la critique, l'utilisation purement technique, toute une série. Donc j'ai dû créer une typologie d'utilisation que j'ai transformée en couleur, parce qu'on va voir tout à l'heure, si on veut faire de la production graphique, il faut que ça se voit à l'œil. Donc la couleur renvoie à un type d'utilisation par l'auteur. C'est la color of quotation qu'on voit dans l'avant-dernière colonne, enfin avant-dernière colonne, avant le sexe et la qualité de juriste ou non. Donc tout ça, c'est du quali en fait. C'est ça que je voulais vous dire, qu'en réalité, on procède à un certain nombre de choix, et sauf à utiliser une donnée brute, mais qui dans mon cas n'a pas un grand intérêt, qui a un intérêt statistique, si on veut aller au-delà d'un intérêt statistique, on est dans ce cas-là obligé de créer de la métadonnée. Je ne sais pas si j'étais assez clair. Et on voit là le choix. Ça montrait, je trouvais que ce tableau était intéressant parce qu'il montre que la donnée, elle est totalement construite. Oui. La donnée objective, elle tient sur les 4 premières colonnes. Ouais. C'est très clair. Merci, j'ai compris la réponse. Il y a Xavier qui veut te poser une question. Oui, Nader, si j'ai bien compris, en réalité, les données que tu crées, ce sont les données, je vais employer un mot imparfait, mais subjectif, c'est-à-dire l'interprétation que tu vas faire du document que tu lis. En revanche, les données comme la date, qui est la date, je pense, de naissance, ou je ne sais pas, ou le sexe, ça c'est objectif, c'est une donnée, ça c'est une donnée brute. Après, le fait qu'il soit juriste ou pas juriste, ça on peut en discuter sur est-ce que c'est une interprétation, pas une interprétation. Mais donc, il y a à la fois des données qui sont construites et après des données que tu choisis d'insérer ou pas, mais qui ne sont pas construites, qui sont des données objectives. On est OK sur ça. Alors, ta question est super intéressante parce qu'en fait, la vraie question, c'est non pas de se poser la question de savoir si c'est objectif ou pas, c'est de savoir si c'est objectivable. C'est-à-dire la justification que je vais pouvoir fournir, pourquoi j'ai mis green, c'est une phrase d'approbation. Je dois être suffisamment rigoureux pour pouvoir montrer que c'est une approbation et utiliser le même critère tout au long de la lecture de l'ouvrage qui fait 500 pages, c'est-à-dire d'avoir un critère assez fixe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon critère, je ne l'ai pas conçu a priori, mais je l'ai construit au fur et à mesure, et à la fin, quand j'ai eu des données, une façon d'objectiver mes données stables, j'ai tout recommencé depuis le début pour utiliser la même lecture, la même grille de lecture. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de typologie suffisamment rigoureuse, donc objectivable, qui va donner mes métadonnées. Et du coup, tu as construit une sorte d'arbre de décision pour dire s'il fait ça, ça va être vert, s'il fait ça va être bleu. OK. Exactement. Et ça, je le fais à la main dans un cahier, c'est tout à fait artisanal, hein, mais ça veut dire qu'il faut accepter que
je ne construis jamais ces arbres de décision, comme tu dis, c'est une bonne expression, de façon a priori. C'est toujours après plusieurs lectures de l'ouvrage et après avoir commencé à travailler. Parce qu'on se rend compte que ça ne fonctionne pas toujours. Et si je veux que ça soit objectivable, il faut que je puisse le justifier. Donc je reviens sans arrêt en arrière. Donc ce que je vous montre là, c'est le résultat de toute une série de couches de relecture et de retravail sur la donnée. Mais ça aurait pu être des données beaucoup plus objectives, comme la bibliothèque où l'ouvrage se situe. Je pense à toi pour ton projet. Ça peut être des données géographiques, parce qu'après, le logiciel peut aussi plaquer ça sur des cartes, par exemple. Moi, les données géographiques ne m'intéressaient pas vraiment, même si j'en utilisais quelques-unes. Mais c'est n'importe quel type de données. Je crois qu'il y a une autre question. Oui, il y a Gwenaël et puis ensuite il y a Capucine. Donc Gwenaël. Oui, merci. J'avais une question parce que je sais le temps que ça prend justement de faire toute cette base de données, de faire ces choix. Est-ce que dans ce cas-là, vous avez fait de la recherche d'entités nommées et est-ce que vous avez utilisé l'intelligence artificielle pour justement essayer de gagner du temps dans ce travail-là ou c'est vraiment tout un travail manuel? J'ai eu l'impression que comme vous parliez de votre cahier, c'est plutôt vers ça qu'on se tourne. Ouais. Alors, en fait, pour être honnête, alors, on pourrait faire des recherches beaucoup. Alors, je ne parle pas d'intelligence artificielle, c'est une autre question, c'est faisable aussi, mais il faudrait que le document initial soit indexé correctement et soit suffisamment de bonne qualité. Moi, je travaille là, c'est un ouvrage assez récent, 1955, mais je travaille sur des ouvrages du 19e, où en réalité, les PDF ne sont pas d'assez bonne qualité. Et si on fait des recherches automatisées, il y a un nombre d'erreurs considérable. Et donc, j'estime que le faire à la main prend plus de temps, mais en fait, j'apprends et je lis tellement le texte que je continue mon travail quali en faisant ce travail quanti. C'est-à-dire que ce travail de retour au texte, de test de mes critères, de mes typologies, fait partie en réalité du travail intellectuel d'analyse que je vais pouvoir produire à la fin. Donc là, je peux, parce que c'est qu'un seul bouquin, on est d'accord. Si j'en avais 500 dans mon corpus, je serais obligé de recourir. Mais dans ce cas-là, il faudrait créer des textes de suffisamment bonne qualité pour que l'intelligence artificielle ou des logiciels, il y a des logiciels qui font ça très bien, le fassent tout seul. Mais c'est pas du tout le cas très souvent en histoire du droit. Donc là, moi, je fais tout à la main. Alors, ça fait très vieux con, mais j'assume. Non, mais c'est un travail d'envergure, parce que sur un corpus, ça reste un seul ouvrage, ça reste raisonnable, et c'est vrai que dès qu'il se multiplie, c'est un travail considérable. Je vous remercie. Si mes souvenirs sont bons, Yann Arzel avait évoqué la collaboration avec Chicago et ils avaient délocalisé, si j'ose dire, ce travail fait uniquement par l'humain, parce que c'est ce que tu disais, Nader, les PDF et les documents n'étaient pas suffisamment de bonne qualité pour que ce soit, je ne sais pas si je vais employer le beau mot, mais automatisé, enfin fait par un non-humain, et ils avaient délocalisé ce travail de fourmi en Inde. Et ça avait été un travail colossal pour le traitement de toutes ces sources. Je pose une petite question, j'en profite. Dans le système de couleurs pour vérifier si c'est un propos qui est l'auteur adhère ou au contraire se met en opposition, est-ce que c'est un système qui est pensé seulement pour cet ouvrage ou vous avez essayé quand même d'envisager la généralisation de ce modèle-là de couleurs et où est-ce que vous faites apparaître aussi cet arbre, je veux dire, en dehors du cahier que vous possédez, à quel moment, dans un article ou autre, vous précisez cet aspect? Oui, merci Louise. Non, il faut en justifier. C'est-à-dire, à un moment donné dans l'article, je vous montrerai si on a le temps tout à l'heure, mais l'article a été publié, donc il est consultable aisément. Je justifie la façon dont j'ai procédé, ce qui permet en réalité de revenir dessus. Et on voit bien les limites de l'exercice. Parfois, j'ai dû créer, alors je ne me souviens plus quelle couleur c'était, parce que c'est un travail que j'ai fait il y a 2 ans maintenant, mais il y a aussi des choses qui sont indéterminées. Il faut accepter que la donnée soit imprécise quand on ne sait pas, parce que dans ce cas-là, c'est moi qui fais le choix à sa place, et là, je perds tout intérêt. Et donc, la question de Capucine, si je ne m'abuse, c'est sur les colonnes. Là, le choix que j'avais fait, c'était donc le label, c'est la couleur, donc c'est l'orientation, la qualification du type de citation. Le weight, c'est le poids. Alors ça, c'est le poids donné. J'ai considéré qu'une citation en plein texte
avec ou de l'auteur ou une citation de l'auteur avait un poids supérieur à une simple note de bas de page. C'est-à-dire que là, le poids de 1 ou de 2 fait référence à la place dans le texte de la référence en question, en pensant que ce qu'on utilise dans un plein texte est plus important que ce qu'on utilise en note de bas de page. La colonne book article, bon, voilà, c'est tout simplement savoir si c'est un ouvrage qui est cité ou un article, ou les études Ripper en l'occurrence, parce qu'il y avait un ouvrage qui était cité très fréquemment et particulier qui sont des mélanges. La date, c'est la date de publication de l'ouvrage, ce qui me permettait à moi de savoir si Ripper renouvelait ou non ses références depuis son dernier ouvrage, ce qui est très important sur la façon dont il construit son discours. Encore une fois, ces données-là, c'est sur un objet particulier, hein. C'est pas duplicable à un autre objet. Le chapitre, c'est le chapitre de la référence dans l'ouvrage de Ripper, parce qu'il s'agissait de savoir la question de recherche. Encore une fois, vous voyez, on parle toujours d'une question de recherche. Quand il aborde des questions plus techniques, par exemple, quand il parle du travail et du contrat de travail, est-ce qu'il utilise des références uniquement en droit du travail ou des références techniques, ou est-ce qu'il continue à utiliser des ouvrages de philosophie, d'histoire ou autres? Donc permettre de discriminer des chapitres qui seraient plus théoriques, plus généraux, où là on peut utiliser, il utilise Montesquieu et que sais-je, et des chapitres plus techniques, où là dans ce cas-là les références changent, et donc ça me permet de les situer, une sorte de géographie du texte. La color of quotation, c'est le label, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'appréciation. Le sexe, c'est le sexe de l'auteur mentionné, parce que je me posais la question, est-ce qu'il cite des filles, est-ce qu'il cite des femmes? En fait, très peu, mais je voulais savoir lesquelles, c'était une question de recherche. Et juriste ou pas juriste, comme disait Xavier tout à l'heure, c'est une question plus compliquée que ça en a l'air. C'est-à-dire, j'ai considéré qu'il fallait regarder comment Ripper les traitait lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, il ne mélange pas juriste et non-juriste. Quand il a des questions générales et qu'il cite des économistes, y compris de ceux qui font de l'économie politique, qui en réalité sont des profs dans des facs de droit, mais qui font de l'économie, j'ai considéré que c'était des économistes, il est cité en tant qu'économiste, ou alors, s'il est considéré comme des juristes, il est traité avec d'autres juristes, à propos de questions juridiques. Donc là, en fait, ça a l'air de rien, mais cette question-là a demandé une relecture de chaque passage, quasiment, parce qu'il pouvait citer des collègues d'économie politique, avec des juristes, traitant comme juristes ou pas. Donc vous voyez, encore une fois, c'est vraiment du handmade, hein, c'est quasiment du craft, hein, que je vous propose là. Hein. C'est pas du tout du produit industriel. Hein. Mais chaque question mérite, à mon avis, d'être clarifiée et que je puisse objectiver mon résultat. Sinon, encore une fois, je pense qu'on peut dire tout et n'importe quoi. Franchement, hein, le quantitatif peut être l'outil privilégié pour dire n'importe quoi si on veut, à partir de ce type de données. Hein. Encore une fois, je précise, parce que qu'il y ait 17% de ceci ou de cela, ça ne veut, à mon sens, rien dire du tout. Voilà. J'ai une autre question. Donc, Capucine dit merci, très inspirant. Donc, a priori, ça veut dire qu'elle ne peut pas vraiment s'exprimer, mais elle est assez contente de ta réponse. J'ai une question. Tu disais tout à l'heure qu'il fallait aussi partager ce qui avait fonctionné, mais aussi ce qui n'avait pas fonctionné. Et je me posais une question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu rajouterais une colonne où tu te dis, mince, sur ce travail, j'aurais pu et je regrette finalement de ne pas avoir ajouté ça, ou est-ce que tu en retirerais une? Est-ce que je sais pas, est-ce que tu as une idée de ce que tu aurais fait autrement? Alors, oui, tout à fait. C'est-à-dire enfin, ça, c'est vraiment une vigilance qu'il faut avoir. Il y a un côté, mais je crois que je l'avais dit l'année dernière, il y a un côté très addictif à ce genre de travail. Alors, il faut avoir l'esprit tordu comme moi, mais sans doute, hein, mais tous ceux qui font des data analysis sont un peu pareils. Il y a un côté, il faut aimer il faut être compulsif en fait. C'est-à-dire qu'on commence à le faire, on peut y passer des heures pour parfois rien, parce qu'effectivement, il y a des données qui ne sont pas parlantes, qu'on n'utilise jamais. On verra dans les graphes qu'on produit, on passe 3-4 heures à produire un graphe qui est en fait affreux ou qui n'est pas significatif, donc on recommence. Donc il y a un côté addictif. Et puis, quand on fait ce travail-là, on aura envie d'en faire toujours plus, en fait. Mais la vraie question à la fin, c'est est-ce que ça va servir mon propos? Il y a la publication derrière, et donc du coup, on revient un peu sur ses ambitions initiales et son emballement initial. Voilà. Mais encore une fois, voilà, j'ai une perspective très amateur là-dessus, pour apprendre en le faisant. En fait. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est en train de se faire et non pas un truc tout fait. Et donc j'apprends et
en le faisant. Et je pense que peut-être d'ailleurs le côté le plus intéressant, c'est le travail en train d'être fait. Plus on va voir que les graphes qui parfois sont bon, d'accord, ok, pas toujours extrêmement pertinents ou décisifs. Mais le trajet pour y arriver, les questions qu'on s'est posées, me semble, en tout cas, encore une fois, dans ma perspective, hein, je ne me parlais que de ça, me semble l'élément le plus intéressant. C'est pour ça que je voulais vous montrer le tableau, qui est en fait déjà un résultat et non pas une donnée brute. Base de données m'a permis de produire un certain nombre de graphes différents. Et là, c'est le recours au logiciel GEFI qui me le permet. Alors attendez, je cherche le bon graphe. Alors d'abord, je vais vous montrer un graphe général. Donc ça, ces références, vous les trouverez avec les justifications dans l'article que j'ai publié dans l'ouvrage qui vient de sortir sur les bibliothèques des juristes, publié à la mémoire du droit, la collection d'Anne-Sophie Chambost, donc Contexte. C'est un ouvrage qui vient de sortir en décembre 2025. Donc, vous pouvez retrouver les graphes et les justifications. Donc ça, c'est le principal graphe issu des données que vous venez de voir, hein, toujours à propos de l'ouvrage de Georges Ripert, La défense créatrice du droit 1955. C'est l'intégralité des références qu'il emploie, qu'il mobilise dans son discours. Alors, c'est très fourni, vous voyez. Pour qu'il soit lisible, ça n'a pas l'air... Alors, j'ai malheureusement pas retrouvé tout à l'heure les graphes précédents préparatoires. En réalité, c'est la plupart du temps totalement illisible. Donc, il faut paramétrer le logiciel, d'abord pour qu'il produise le graphe lui-même. Alors, il y a toute une série de données sur lesquelles je ne vais pas revenir, qui sont compliquées, la vitesse de rotation, la gravité. Ce qu'on appelle la gravité, c'est que, j'explique en 2 secondes, au milieu, donc au centre du graphe, là, vous avez l'émetteur, hein, et puis autour, vous avez les targets, les sommets du graphe, c'est-à-dire, comme ça, un graphe orienté. Au centre, vous avez Ripert, et autour de lui, vous avez les personnes qui le citent. Le logiciel vous produit toujours un graphe, où vous avez des données absolument partout. C'est illisible. Donc, vous allez modifier les paramétrages du logiciel pour que le graphe devienne lisible, mais surtout significatif. Par exemple, vous voyez, on voit ici tous les auteurs de la bordure extérieure. Ce sont des auteurs qui ont été cités qu'une seule fois par Georges Ripert. Donc, ils sont périphériques. Et vous voyez, l'analyse intellectuelle va être ici transformée visuellement, en disant ce qui est périphérique est moins important et ce qui est central est forcément plus important. C'est-à-dire que le poids, le nombre de citations du même auteur et du même texte par un auteur va faire qu'au centre du graphe vont se retrouver le centre de gravité du discours de Georges Ripert. C'est encore une fois la question de recherche que je me pose au départ, que je parviens ici à transformer visuellement, c'est-à-dire qu'en regardant le graphe, je comprends que plus on est proche du centre qui est Georges Ripert lui-même, plus on est important dans la construction de son texte, qui est mon objet. Vous voyez que les couleurs ici sont importantes, ce sont des couleurs... Alors évidemment, quand je lis le graphe, je ne peux pas avoir d'analyse quanti ici, parce qu'il y a trop d'informations. C'est typiquement un graphe qui a plein de défauts, il y a trop d'informations. Ça permet surtout d'avoir ce qu'on appelle une overview, une vue d'ensemble qui permet de réaliser qu'en réalité, il y a 3 cercles concentriques. Il y a les gens qu'on cite qu'une fois, qui sont périphériques. Il y a les gens qu'on cite, alors, de mémoire, hein, entre 2 fois et 5 fois, qui sont le cercle que vous voyez au milieu. Et puis vous avez ce cercle central ici, qui sont les gens qui reviennent sans arrêt dans le discours, qui sont mobilisés. Mais je tenais à mettre la tonalité du discours dans ce graphe pour une raison précise. C'est juste pour vous montrer que la visualisation, elle est construite. Vous voyez une couleur, vous avez du bleu au milieu, je ne sais pas si tout le monde voit la flèche bleue, qui vise Jean-Paul Sartre. C'est super intéressant pour moi. Jean-Paul Sartre est cité, je crois, 13 fois. Je n'ai plus le chiffre en tête, pardonnez-moi, mais peu importe. Est cité régulièrement par Georges Ripert dans une détestation absolue. Le bleu, c'est le refus, le déni, voilà. Il le voue aux gémonies, et il est pourtant au centre de la construction de son discours. Et c'est ça qui m'intéressait. Vous voyez, la question de recherche ici se retrouve dans mon graphe. C'est-à-dire, je voulais démontrer qu'on construit un discours avec des amis, c'est la couleur verte, vous voyez, le vert est dominant, mais on construit aussi son discours avec des ennemis ou avec des gens auxquels on n'est pas d'accord.
Bref, on a là une construction intellectuelle que j'essaie, à ma manière, de visualiser dans ce graphe pour faire comprendre qu'un discours n'est pas univoque, un discours est complexe, et qu'analyser la complexité du discours permet justement d'en dire quelque chose. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que ce graphe, pour moi, c'est une façon aussi de justifier la recherche. C'est-à-dire, vous voyez bien, en quelque sorte, regardez, vous voyez bien qu'il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du vert, c'est-à-dire qu'il y a une polyphonie du discours qui est mobilisée par Péripère. Évidemment, son discours, lui, n'est pas polyphonique, mais il y a une mobilisation de choses très hétéroclites dans son discours qui signifie quelque chose, qui est l'objet de l'analyse que je vais proposer dans mon article. C'est un mauvais graphe en réalité. Moi, je l'ai publié, l'éditeur gentiment me l'a fait ça sur une double page. On en parlera si on a le temps, mais le problème de l'impression papier, c'est que ça coûte cher. Donc là, il faut publier sur Clio et Thémis, par exemple, ou dans des revues en ligne, parce que c'est faisable beaucoup plus facilement, même si ça pose des problèmes techniques. Les éditeurs sont assez réticents, ça coûte cher, la couleur, et de faire une double page, là, la mémoire du droit m'a bien suivi là-dessus. Mais c'est pas uniquement pour me faire plaisir, c'est aussi parce qu'il me semblait que le graphe participait à la construction et à la construction d'un raisonnement, d'une analyse de l'objet en question. Alors, des détails, je ne sais pas si on a le temps, mais il faut rendre lisible quand même. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de montrer qu'il y a plein de gens autour. Il faudrait aussi qu'on puisse aller lire qui c'est et pouvoir retrouver un auteur. Donc ça, à mon avis, c'est l'étape d'après, c'est d'avoir de publier sur des sites qui permettent de cliquer, ça serait l'idéal. Si j'avais un auteur, je pourrais cliquer. Là, il y a par exemple Jacques Abeille, on retrouve Jacques Abeille ici. Si je cliquais dessus, j'aurais la référence de Jacques Abeille. Et ça serait vraiment génial. Je n'ai pas du tout le temps de faire ça. C'est pas très compliqué de façon technique. Mais là, on pourrait produire de la donnée, on disait tout à l'heure, utilisable par autrui, et produire de la donnée plus facilement. Vous voyez là le stade très artisanal de ce que je fais là. C'est pas le cas, c'est pas compliqué, mais on pourrait du coup, avec le curseur, aller cliquer sur, tiens, si je cliquais sur Jean-Paul Sartre, quel ouvrage Jean-Paul Sartre? Et est-ce que savoir si Sartre citait Ripert, par exemple, ça serait super intéressant. Mais là, vous voyez, il y a d'autres travaux à mener. Est-ce qu'il y a des questions sur ce graphe, qui est un graphe qui est juste destiné à montrer une sorte de résultat global, illustrer en quelque sorte le propos de l'article? Bah moi, j'ai pas de questions, mais je trouve ça vraiment, pour moi, très, très parlant. C'est-à-dire que comment tu aurais pu, sous une forme de texte, rendre compte de tout ça? Alors, ouais. Ça remplace. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment très, très, très complémentaire de ce que. Et je suis d'accord que c'est le résultat de quelque chose et que ça permet ensuite de rebondir et de produire de nouvelles analyses. Mais je trouve que montrer cette étape intermédiaire qui te permet d'aller plus loin, moi, je trouve ça très, très éclairant, quoi. Oui. Alors, effectivement, ce n'est pas une simple illustration d'un résultat, c'est aussi après, je reviens sur ce que disait Louise notamment tout à l'heure, c'est-à-dire aussi c'est une étape de la réflexion, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai produit, alors c'est pas celui-là qui est le dernier, qui est essayé d'être le plus joli possible, on est bien d'accord, parce qu'il y a aussi cette question-là, pas produire un graphe trop moche, parce que c'est pas très agréable à regarder, mais la production de toute la série de graphes préparatoires a participé à la construction du texte que j'ai écrit, évidemment. C'est-à-dire qu'on retrouve toutes ces informations dans le texte. C'est aussi une autre façon de rendre compte de la recherche. Je crois que c'est très complémentaire. C'est un outil de recherche et une autre façon d'en rendre compte. Et le produire nous aide à réfléchir. Voilà, donc c'est une sorte de va-et-vient permanent. Comme je disais tout à l'heure à partir de la base de données, on revient au texte en permanence, dans mon cas. Mais là, quand je produis le graphe, je reviens au texte en disant il y a des aberrations qui apparaissent parfois. Et là, ça montre que ma base de données n'est peut-être pas d'assez bonne qualité. Donc j'y reviens et je cherche où est l'aberration. Là, pour le coup, le quantitatif est une école de la rigueur parce que ça ne pardonne pas. Qu'on est un peu attentif, on voit bien qu'on a écrit des bêtises, on a fait des bêtises, parce que quand on fait du quanti manuellement, comme ça, établissement de base de données manuelle, la fatigue, voilà. On fait toute une série de petites erreurs qu'on est obligé à un moment donné de corriger. En relisant l'article récemment, j'ai vu qu'il y avait encore des erreurs, par exemple. Alors, des erreurs que j'espère être pas trop graves, mais il y a toujours des erreurs qu'on ne verrait pas du tout si on faisait pas de quanti.
Tu veux dire des erreurs de quelle nature? Sur des noms, par exemple, des noms mal orthographiés, là, j'ai repéré quoi oui, voilà, enfin, c'était assez véniel parce que j'en ai corrigé déjà beaucoup, mais il y en reste toujours en fait. Toujours. Quand on n'a pas automatisé le traitement de texte, il y a toujours de l'erreur. Et même quand on l'automatise, on revient au problème de tout à l'heure, c'est-à-dire la qualité des données qu'on fournit au logiciel. Alors, je voulais vous montrer après. Ça, c'est un graphe général. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble. Il y a toute une série. On peut produire des graphes qui ne servent à rien, mais qui font plaisir aux chercheurs. Il faut que j'en montre. Je vais essayer d'en montrer un. Alors, là, c'est un graphe qui ne sert pas à grand-chose. En fait, ce que vous voyez, en fait, c'est des couleurs qui sont censées désigner les dates de publication, c'est-à-dire en fait la mise à jour de la bibliothèque de Reaper dans son texte. En fait, le graphe, il est plutôt joli, je trouve, en termes de couleurs, il est esthétique, mais en fait, à l'œil nu, on ne peut pas savoir combien il y a de jaune, combien il y a de rouge, combien il y a de bleu. Et en bref, pour des humanités numériques, c'est un graphe qui ne sert pas à grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai voulu ici essayer de représenter graphiquement l'amplitude chronologique historique des références citées par Reaper. En réalité, ça donne une sorte de brouillon. Bon, c'est joli, on dirait une fleur, mais ça ne sert pas à grand-chose. Tu veux dire qu'en fait, c'est illisible. C'est illisible. On ne peut pas, quelqu'un qui le regarde, même si tu expliques les codes couleurs, il ne peut rien en faire. Voilà, on ne peut rien en faire en réalité. Et là, l'éditeur a dit, mais il est quand même beau votre graphe, on va le garder. C'était très sympa de la part de Philippe Rollin, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, et en plus, je corrèle des informations qui n'ont rien à voir entre elles. C'est-à-dire que c'est un graphe qui est lié au poids des citations. J'ai voulu mettre trop d'informations. C'est-à-dire que vous avez la périphérie, les auteurs qui citent peu, au milieu, les auteurs qui citent beaucoup. Et j'ai voulu donner une autre information qui était la date de publication de l'ouvrage qu'il citait. Mais à vouloir trop en faire ici, je produis un graphe qui en réalité ne peut pas susciter une réflexion de la part du lecteur. Il ne peut rien en faire, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je ne sais pas si je suis assez clair. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, l'information de la périphérie, les auteurs plus ou moins cités, ça, on la trouve, puisqu'on retrouve le même dispositif des cercles concentriques. Mais en revanche, ce qu'on ne parvient pas à lire, c'est l'autre information à partir des couleurs et des flèches qui pourraient nous dire à quel moment ils sont cités dans son œuvre. Plutôt à quel moment la référence a été écrite et donc mobilisée par Reaper. Et donc, oui, peu importe. Reaper. Voilà. En fait, j'ai voulu donner trop d'informations dans ce graphe. C'est franchement un graphe qui est assez nul. Hein. Il faut avouer ses erreurs. Il sert à rien en fait. J'ai voulu mettre des informations différentes et typiquement, voilà, bon, c'est joli, mais même en termes de réflexion pour moi-même, ça n'a pas servi à grand-chose. Voilà. Une question? Oui, je me permets, combien d'informations alors vous pensez qu'il faut mettre pour avoir un graphe qui est le plus parlant possible? Au final, combien de colonnes est-ce que vous retenez, quitte à faire plusieurs graphes différents? Quel est le meilleur choix, le bon rapport quantité et qualité? Alors, typiquement, attendez, je vais arrêter. Typiquement, en fait, moi, je peux pas vous dire. J'ai fait des graphes pour un autre article qui a été publié par Pierre-Nicolas Barreno sur les auteurs du Dalloz sur un siècle. J'avais 800 000 données, d'énormes graphes. Ça peut être extrêmement parlant parce qu'on a utilisé uniquement les dates du Dalloz, la publication par décennie du Dalloz. Et alors là, je ne l'ai pas là, mais vous pouvez trouver ça sur Clio-Temi. C'est un numéro que j'ai dirigé avec Jérémy Casals. Vous trouverez son article. Il y a 800 000 données et c'est très lisible. On voit très bien qui sont les auteurs cités par le Dalloz, par le recueil Dalloz. Donc le chiffre peut être énorme, mais parce qu'on donne au lecteur que une ou deux infos dans le graphe. Là, l'erreur de mon graphe là, c'est donner différentes infos et pas mettre en valeur l'information principale. On voit en fait une autre information qui était contenue dans mon graphe. Mais la même base de données, c'est très important, le même fichier que vous avez vu tout à l'heure peut produire des graphes différents parce qu'on va demander à GEFI d'aller utiliser cette colonne-là plutôt que telle autre.
Et mon erreur à moi, ça a été de ne pas faire assez loin, aller assez loin dans mon travail de sélection de la bonne donnée pour produire le graphe. Mais c'est pas un nombre. À mon avis, vraiment, il n'y a pas. On peut faire des graphes avec des. Alors c'est lourd, hein, ça prend du temps parce que du coup le logiciel rame, il tourne, il met un quart d'heure à produire chaque graphe. Alors comme on se trompe 50 fois, ben, vous allez y passer une semaine. Mais on peut produire. Allez voir l'article de Pierre-Nicolas Barreno, c'est moi qui produis les graphes. Il y a 800 000 données et ça fonctionne. Visuellement, on arrive à en tirer quelque chose. Donc voilà, c'est plutôt la pertinence de l'information qui est importante et la hiérarchisation. Merci. J'ai une question, Nader, sur cette forme en fait que tes données ont prise. Est-ce que c'est toi qui as choisi, parce que déjà tu avais cette idée de voilà, les cercles concentriques vont vraiment donner le visuel qui est le plus parlant, ou est-ce que c'est ce logiciel qui te propose en fait différents visuels et toi tu te dis bah celui-là c'est celui qui est le plus, alors là je sais pas quel serait le critère le plus lisible, le plus esthétique, le plus parlant, certainement tout un tas de choses mélangées. Comment ça s'opère ça? Alors, toute une série de logiciels qui sont proposés, ils ont des prévisualisations et des types de graphes déjà constitués, ce qui n'est pas le cas de Gephi. Gephi ne propose rien, il propose une prévisualisation qui est purement quantitative. Et ce sont des choix, des choses que l'on demande à Gephi qui produisent les formes, etc. Donc Gephi demande, moi je l'aime bien parce qu'on peut vraiment, dans le cadre d'une recherche, le paramétrer en fonction de ce qu'on veut, ce qui n'est pas le cas d'autres logiciels qui proposent des choses préconstituées en quelque sorte. Moi je voulais avoir cette idée de périphérie, de centre, pouvoir discriminer ce qui était cité plus de 5 fois, plus de 10 fois, plus de 50 fois, ou une seule fois, bref. Et ça, Gephi le permet parce que dans le paramétrage de Gephi, on va lui demander un type de mapping, c'est-à-dire de répartition de la donnée géographiquement. Et en fonction de ce type de mapping, vous aurez des résultats visuels différents. Ça peut être des spirales, ça peut être des ronds, ça peut être... Et après, on va modifier la gravité, la vitesse de rotation, c'est-à-dire la répartition visuelle de la donnée. Tout ça, ça se paramètre manuellement. C'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps sur Gephi, mais tout est paramétrable. Donc ça, c'est quand même un atout quand on sait un peu comment ça marche, parce que vraiment, on peut aboutir à un résultat qui nous intéresse, nous, en fonction de la question de recherche, encore une fois, qu'on s'est posée. Mais d'autres logiciels le permettent. Hein. Moi, je parle de Gephi parce que c'est celui que j'utilise. Il y en a d'autres qui font à peu près la même chose. Par exemple, je n'ai pas utilisé... Il a choisi cette forme oui. En cercle concentré. Tu as dit, je veux que dans tes paramètres... C'est pas exactement ça. C'est-à-dire que je lui propose un type de mapping que je sais aboutir à ce type de représentation. Mais je lui dis pas, je veux un rond. Non. J'ai testé plusieurs types de mapping et c'est celui-là qui me donne ce résultat-là. Alors, le type de mapping, tu veux dire que tu lui dis, par exemple, que si tu es dans un rapport de proximité ou d'éloignement. Alors non, ça, il le fait automatiquement. Ça, c'est automatique. En revanche, la façon dont il va distribuer dans l'espace, les références, c'est ça qui va varier, en fait. Il y a des façons de distribuer différentes. Et par exemple, ça a l'air tout bête, mais il ne faut pas que les références se chevauchent, sinon c'est lisible. Donc on passe son temps à lui demander de modifier la pondération et de déchevaucher les références. Bref, le paramétrage, il est permanent et c'est même un danger, c'est-à-dire qu'on est obligé tellement de modifier les choix de paramétrage qu'on ne les note pas toujours. Et du coup, à la fin, on se dit mince, quand j'ai justifié ça, parce que je l'ai fait au feeling, parce que c'était moche avant, quoi. Enfin, c'était pas lisible. Mais j'ai oublié de noter quel type de... Voilà. Et donc, sans arrêt, je fais des erreurs de ce type-là. Donc, je suis obligé de recommencer. Voilà. Mais vraiment, c'est parce que chacun de ces choix-là va modifier le résultat visuel. Ça, il faut vraiment le dire, c'est pas le même. Je pourrais vous montrer... Il y a peut-être... Oui, Louise, pardon. Ma question, en fait, elle va avec, mais elle est rapide, sur d'où l'importance peut-être d'avoir un carnet de route qui permet de vérifier surtout, en fait, les graphes peuvent très facilement bugger. Une colonne qui est mal remplie peut tout
tout faire, arriver à un échec. Et ça peut être aussi très frustrant d'utiliser des logiciels de visualisation. Donc, vous avez mentionné les petites formations en ligne. C'est vraiment important de le faire parce que tout seul, on a quand même du mal avec GFIG, quand bien même, il est quand même assez intuitif. Il y a des paramétrages où on ne comprend pas pourquoi on a beau exporter le tableur Excel et ça ne donne jamais de graphe. Donc là-dessus, ça peut être frustrant. Il faut le dire, il faut aller au-delà de l'obstacle. Ma question, elle est sur, donc finalement, il y a cette démarche que vous avez d'utiliser ces graphes. À quel moment, vous, dans votre pratique, on passe d'une utilisation juste pour vous, privée, à l'utilisation, en la mettant, l'exposant publiquement, à quel moment cette démarche se fait? Et question complémentaire, dans votre pratique maintenant de recherche, quelle part cette utilisation de la visualisation a? Est-ce que maintenant c'est devenu un automatisme et finalement, peu importe la recherche, vous allez utiliser une visualisation ou c'est quand même seulement pour certains objets, certaines démarches? Oui, alors pas du tout systématique. C'est-à-dire que moi, j'alterne en permanence du pur quali et du quali qui m'obligera aussi du quanti quand l'opportunité se présente. Par exemple, il faut que l'objet soit suffisamment déterminé. Ça, je reviens encore à ma question de recherche tout à l'heure. Si je ne sais pas ce que je recherche, je ne vais pas du tout l'utiliser. C'est chronophage, on l'a dit. Je ne vais pas le faire. En revanche, quand je commence à avoir suffisamment avancé et je me dis tiens là ça pourrait être intéressant d'aller voir ce que ça donne, c'est à ce moment-là que ça apparaît. Je crois que d'utiliser systématiquement n'a pas de sens. Enfin, à mon avis, ça n'a pas de sens, sauf qu'il faut avoir des bases de données très très importantes. Donc là on est obligé d'avoir recours et donc ça, c'est une autre perspective. Dans le type de travail que moi je produis, c'est pas du tout une obligation, mais c'est une plus-value et déterminer à quel moment ça sera une plus-value ou pas. Dès qu'il y a, alors moi je ne l'ai pas fait dans mes travaux, mais par exemple le logiciel automatique de Stanford le propose, dès qu'il y a du mapping géographique, quand il s'agit de renvoyer à des cartes, ça franchement je pense que ça vaut vraiment le coup parce que les visualisations fonctionnent très très bien et c'est même prêt, le site de Stanford propose un logiciel où on rentre directement les données et vous met directement ça sur une carte avec des prévisualisations qui sont extrêmement bien faites. Moi, elle ne m'intéressait pas parce que moi, c'était des objets plus précis. Mais franchement, là ça vaut le coup d'essayer. Si vous avez des fichiers Excel bien foutus, des graphes orientés avec des indications géographiques, par exemple, en fait, conseille toujours en anglais tout de suite, parce qu'évidemment, tous les logiciels sont en anglais, donc si vous utilisez le mot français, il ne va pas comprendre. Mais il faut tout de suite, et là, tester les choses sur le site. Alors, je n'ai pas retrouvé tout à l'heure avec Louise la référence, ça s'appelle Stanford Data Visualization, enfin, j'ai plus le nom exact. En ligne, c'est un outil en ligne, vous téléchargez directement les données et il vous directement propose des graphes et des graphes cartographiques. Donc ça, c'est super parce qu'on peut tester. Et même si vous avez des fichiers Excel avec 100 références, ça vaut le coup de commencer par ça parce qu'on voit déjà ce que ça produit. Tout est automatisé, donc c'est moins fin, mais c'est très intéressant d'aller tester là-dessus. Si je retrouve la référence, on le mettra dans le... je le transmettrai, mais c'est facile à trouver. Pardon, Xavier. Non, merci. C'est une question complémentaire à celle de Madame Testoferi sur le partage. Alors, on est un peu à côté, mais donc tu accumules énormément de données et de ce fait, je voulais savoir si à la fin de ton projet, tu comptes les ouvrir et donc vraiment les partager en la science ouverte. Est-ce que tu l'as envisagé ou pas du tout et question connexe, mais je pense que en réalité, tu as répondu dans la réponse à la question précédente. C'est beaucoup de données, mais si j'ai bien compris, elles ne sont pas très volumineuses. Donc, j'ai l'impression que tu n'as pas de problème de stockage. Mais sinon, je voulais savoir si, voilà, pour faire tourner ces logiciels, pour tes données et pour faire tourner ces logiciels, tu avais besoin voilà, de volume de stockage, de mémoire important, quelle solution tu avais choisi, ou si en réalité, tu le fais juste avec voilà, ton ordi perso, des sites ouverts, et voilà, globalement, ta stratégie à l'égard des données que tu récoltes et que tu décris. Merci.
Ouais, ouais, merci. Alors, moi, j'ai un ordinateur qui a 8 ans et GFI tourne avec mes données, y compris avec celle de Pierre-Nicolas Barreno, qui était beaucoup plus grosse. C'est lent. Ça pourrait peut-être être plus rapide avec un engin plus récent, mais avec un vieil ordi de 8 ans, ça fonctionne aussi. Ça, c'est pas la question. Le stockage, c'est pas énorme parce qu'en fait, les graphes pèsent quand ils sont en haute définition, mais quand ils transforment après, et puis les bases de données elles-mêmes, ça pèse rien. C'est des fichiers Excel, c'est vraiment rien. À ta première question, le partage, ben, c'était si on m'avait donné l'UF que j'ai pas eu, c'était ce qui était prévu, c'est créer un site et de partager les données, parce que là, du coup, il faut avoir un hébergeur, il faut produire, ça prend beaucoup de temps, mais l'UF m'a pas donné, voilà, je suis pas l'IUF et donc je n'ai ni le temps ni l'argent pour le faire. Donc, s'il me l'avait donné, je vous aurais dit oui, je vais partager. Pour l'instant, je le garde pour moi tout seul. Non, blague à part, le but, ça serait ça. Ça serait de partager, mais je crois qu'il faut avoir des volumes suffisamment intéressants à partager, parce que qui s'intéresse aux forces créatrices du droit de Georges Ripper, à part moi, je ne suis pas certain que ça emballe les foules. On est d'accord? Donc, bon, je serais prêt à partager. En revanche, quand on passe à l'échelle supérieure, et c'était dans l'idée de mon projet, quand on a une base de 50 auteurs et qu'on commence à les corréler, ces bases-là, je pense que ça peut intéresser plein de gens pour d'autres sujets. Je dis n'importe quoi, mais quelqu'un qui travaillerait sur le droit des assurances dans les années 30, il adorerait aller constituer une base de données de tous les grands auteurs des années 30 et aller chercher de l'information. Vous voyez, là tout de suite, ça pourrait produire des choses. Mais voilà, c'est un problème de volume. Si je peux me permettre du coup d'enchaîner, désolé Ninon, comme c'est connecté, deux petites remarques. Je suis bien d'accord avec toi, le gros problème c'est évidemment le temps, l'accompagnement, mais au moins chez nous à Bordeaux, ils ont développé des nouveaux services, je t'en parlerai, on pourra en discuter. Je pense qu'ils sont super. Moi j'ai rencontré là une collègue, enfin bref, ils sont vraiment en train de développer cette question des données, y compris en SHS. Donc évidemment, c'est variable entre les universités, mais ça se renforce vraiment et je pense qu'ils sont assez preneurs de pouvoir éventuellement nous accompagner. Et je suis d'accord avec toi, on peut penser, et moi le premier, je me dis mes données, elles intéressent que moi. Mais en réalité, il y a aussi d'autres enjeux dont on ne se rend pas forcément compte, dont je discutais, qui est par exemple, on a un enjeu de souveraineté en Europe sur les données qu'on produit, etc. Ne serait-ce que par exemple pour entraîner des IA européennes ou pour plus largement voilà, conserver nos données. Et donc, en réalité, je pense que, alors évidemment, tant qu'on travaille dessus, c'est normal qu'on garde ces données pour soi, évidemment. Mais une fois, et c'est une pratique qu'on n'a pas du tout dans nos communautés. Moi, j'ai plein de données sur voilà, on a tout ça parce qu'on les a pas traitées, parce qu'on les a pas bien décrites, les métadonnées qui vont avec, etc. Enfin bref, et puis parce que c'était pas dans notre pratique. Mais ces données, en fait, on les utilise plus, elles dorment sur nos disques durs. Et en réalité, elles pourraient servir à des choses qu'on n'imagine même pas. Et donc, moi, je pense que dans le futur, dans nos pratiques, et justement parce qu'on sort un peu de cette période où on découvrait un peu tout ça, je pense que ça peut être vraiment intéressant dès le départ, quoi, globalement, même si le problème c'est que ça prend beaucoup de temps, de réfléchir au fait qu'à la fin, ce serait bien qu'on puisse les déposer et les ouvrir. Mais effectivement, voilà, j'en parlerai le mois prochain, mais c'est vrai que on nous dit ça et il faut avoir la possibilité, quoi, malheureusement. Mais je trouve que, tu vois, c'est passionnant parce que ce que tu as fait, ça sert à rien que quelqu'un refasse 25 fois de dépouiller Ripper pour noter tous les auteurs qui citent, etc. Puisque tu l'as fait, autant que ça serve ensuite. Donc vraiment, merci, c'est hyper intéressant. Oui, je prends la suite de Xavier. J'ai noté plusieurs questions. Tu répondras dans l'ordre que tu veux. D'abord, et tu en as un petit peu parlé là avec le retour que tu as eu de l'IUF, hein, mais plus largement, justement, est-ce que tu as eu des retours sur cette pratique, voilà, que ce soit un retour critique ou plutôt un truc assez
enthousiasmé, qui te dit qu'il y a de l'avenir pour cet usage du visuel en histoire du droit. Et ça m'a fait penser, puisque tu encadres certainement des thèses et à Bordeaux, vous devez avoir des doctorants. Est-ce que tu constates dans les travaux des jeunes historiens du droit un recours à ces outils visuels qui seraient plus marqués que les générations précédentes? Bon, déjà ça, et après, j'ai deux autres trucs sur lesquels j'aimerais bien t'interroger. Alors, je pense que j'ai un regard amusé et que certains, je peux les citer, ils sont très peu nombreux, ils voient quelque chose qui a des potentialités. Et je peux me permettre de le dire, par exemple, mais sur ce qui se passe aujourd'hui en histoire du droit, Jean-Louis Alperin, par exemple, très clairement l'a dit, il se passe quelque chose là sur le texte, sur quelque chose à faire, mais qui est balbutiant. Donc les autres, je ne sais pas, en fait. J'en sais rien. Pour tout vous dire, j'en sais rien. Mais moi, ça me suffit. Si ça plaît à Jean-Louis, ça me plaît. Voilà. Donc, voilà. Bon, je plaisante en disant ça, mais en revanche, chez les jeunes, là, il y a un intérêt. Il y a un coût à payer, donc pas tout le monde, pas sur tous les objets, encore une fois. Mais oui, il y a quand même une sorte de... C'est pas un regard amusé, c'est un regard plutôt intéressé. Enfin, je ne peux pas dire plus parce que je n'en sais pas beaucoup plus, mais je pense qu'il y a un regard plus intéressé parce que c'est aussi d'autres façons d'aborder ce qu'on fait habituellement et je crois que ça peut être stimulant. Hein. Pas pour tout, encore une fois, voilà. Il faut rabattre ça sur ce que c'est. Hein. Là, c'est un objet très particulier que je vous expose. Il y a 1000 autres façons d'utiliser, mais je pense que si on peut trouver chacun la façon, de façon un peu rigoureuse, objectivable, d'utiliser, de créer des données, d'utiliser des données, c'est ça l'objectif. C'est pas du tout de faire école sur un type particulier, ça n'intéresse pas grand monde et c'est très bien comme ça, hein. Mais c'est vraiment plutôt sur la démarche. Moi, je pense que c'est là-dessus, et ça suscite, je pense, un intérêt renouvelé plutôt chez des jeunes chercheurs, hein. Me semble-t-il. Mais voilà, ce sont des impressions que je donne. Ouais, il y a aussi autre chose.